Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Spider-Man Homecoming, le dernier né des écuries Marvel, sorti au cinéma le 12 juillet. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le format un peu particulier de cette vidéo, c'est tout simplement que ma caméra surchauffait et m'empêchait de filmer plus de quelques minutes. Également, à moins que vous ne soyez là par curiosité, ou pour entendre ma voix suave, je vous préviens que cette vidéo va spoiler le film et vous conseille donc de le voir avant. En sortant de ma séance, je me suis fait la réflexion que je n'avais pas aimé le film, mais que j'avais aimé le regarder. Et je vous propose donc de partager avec vous les réflexions que j'ai pu avoir sur celui-ci. Je vais rappeler brièvement le résumé du film, histoire de remettre les pendules à l'heure. Après les événements de Captain America 3, Peter Parker est de retour à New York et attend désespérément d'être intégré à l'équipe des Avengers. Il va alors croiser le chemin du retour, son premier super vilain, qui est un criminel depuis les événements d'Avengers 1. Ce qu'il faut bien comprendre avec le film, c'est qu'il n'existe pas en lui-même. Ce Spider-Man Homecoming n'existe que et pour l'univers cinématographique Marvel. En témoignent deux choses. La première, ce sont les multiples références aux autres films. Avengers 1, bien sûr, le deuxième également, et puis bien évidemment Iron Man, qui est omniprésent dans le film et le vampirise presque. Sans ces autres films, ce Spider-Man n'existerait pas, tant tout est rattaché aux autres. Et c'est probablement d'ailleurs le film le plus connecté de tous. Le deuxième élément, c'est l'absence totale de background pour tous les personnages, à l'exception de 3 personnes dans le casting entier. Peter, dont on sait qu'il est Spider-Man depuis quelques temps, et dit au détour d'un dialogue avoir été mordu par une araignée. Tante May, qu'on ne voit pas assez à mon goût, et dont Peter dit qu'elle a vécu une période difficile il y a peu, ce qui est super vague et fait probablement référence à la mort de l'oncle Ben. Et enfin le vautour, qui est probablement le personnage avec le plus de background du film, puisqu'on le voit dans la scène d'introduction perdre son entreprise et son contrat, à nouveau à cause des événements d'Avengers 1. En soi, ces deux éléments ne sont pas négatifs, et pourraient servir de terreau fertile, donnant un vrai corps et une réelle sensation d'être face à un film à l'univers dense et partagé. Et dans les faits, on a surtout l'impression d'être face à un film creux, sans personnalité, sans grain, qui, pris tout seul, n'est pas un film, mais une brique d'un mur plus grand. Très tôt dans la séance, je me suis demandé ce que penserait un néophyte du film. Quelqu'un qui n'aurait pas vu tous les films du MCU, qui voudrait simplement regarder un film de Spider-Man. Serait-il en mesure de l'apprécier? Eh ben, je suis mitigé. Je pense que oui, grâce à une ambiance très feel-good movie, mais de là à comprendre le film et ses enjeux, je ne pense pas. Un bon confort de visionnage passe par la connaissance du MCU, et c'est presque non négociable. Je vais m'attarder brièvement sur quelques personnages, avant de poursuivre un petit peu mes impressions sur le film. On va commencer par Tooms, alias le vautour, qui est bien caractérisé au début et à la fin du film, mais pâtit d'un gros creux entre les deux. J'ai bien apprécié son discours sur les petites gens qui sont écrasés par les puissants et les super-héros. C'était un discours bienvenu dans le MCU qui fait écho à Captain America 3 et qui n'est pas tourné en ridicule par le film. Mais j'aurais aimé voir le cheminement du personnage un peu plus en détail. Quand on le retrouve après l'ellipse entre son introduction et le début de Spider-Man, il est un criminel patenté et sans état d'âme. Il a des connexions puissantes, la preuve est qu'il se fait livrer depuis la Sokovie des membres des robots d'Ultron. Il vend des armes aliens très dangereuses, et surtout, il tue l'un de ses propres sbires sans aucun remords, d'autant que c'était un accident, même si la scène est tournée comme une parodie. Il m'a fait penser par moments au personnage d'Eisenberg de Breaking Bad, sauf que celui-ci, on le voit évoluer sur 5 saisons, tandis que Tooms est finalement un méchant très méchant assez lisse, jusqu'à un twist climax assez jouissif, qui vient un petit peu nuancer ses propos. Mention spéciale à Michael Keaton, qui joue très bien, et heureusement que le film se concentre sur lui au lieu de s'éparpiller sur d'autres méchants comme le Shocker, ça lui permet d'éviter l'écueil de Spider-Man 3 avec son Venom, Bouffon Vert et Homme Sable, ou encore d'Amazing Spider-Man 2 avec son Rhino, Bouffon Vert et Electro. Quant à Tom Holland en Peter Parker, il est choupinoupinet. Après l'introverti Tobey Maguire et le skater rebelle Andrew Garfield, il nous sert un geek maladroit assez attachant malgré son forcing naïf pour être un Avengers qui peut vite agacer. Il joue bien et parvient efficacement à transmettre les tiraillements intérieurs du personnage, puisque la morale de Spider-Man, c'est qu'entre être Peter et être Spider-Man, il faut choisir, être prêt à sacrifier son bonheur et ses rêves. C'est un apprentissage de la vie d'adulte et de la vie de héros qui est douloureux. Mais le vrai personnage dont j'aimerais parler, c'est Flash, qui ce coup-ci n'est plus un athlète pas très malin, mais un adolescent lambda jaloux de l'intelligence de Peter et qui utilise ses mots plutôt que ses poings pour lui faire mal. Et diantre, je déteste ce personnage. Déjà, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour se tromper, donc ça me fait me demander comment est-ce qu'il est arrivé dans un club d'intellectuels qui passent son temps à se poser des questions-réponses. Et puis, surtout, cet homme est dangereux.
Par exemple, dans la scène de l'ascenseur du mémorial Lincoln, il condamne quasiment tout le monde à mort et personne ne lui dit rien. Personne n'a jamais l'air choqué par ses actions dangereuses. Pourquoi? Pour finir, difficile de ne pas évoquer la super dark Michelle Jones, dont le caractère m'a bien plu et dont les initiales donnent MJ. Exit donc Mary Jane, bienvenue Michelle Jones. Et ça me laisse perplexe. Quand l'actrice avait été engagée, il y avait eu des rumeurs comme quoi elle jouerait Mary Jane, et cela avait provoqué une polémique sur le fait qu'elle n'était ni blanche ni rousse. Le réalisateur James Gunn avait réagi en disant que ses caractéristiques n'étaient pas vitales au personnage, comme peut l'être la couleur de peau de Luke Cage par exemple, et qu'en conséquence, ce n'était pas un problème si elle interprétait le personnage. Et je suis assez d'accord avec ses propos, je pense qu'il a raison. Très rapidement, Marvel s'était exprimé à son tour en affirmant que non, elle n'était pas Mary Jane, ce qui me donne juste envie de leur dire assumez vos choix. Vous changez l'ethnie de Flash Thompson sans problème, mais pas celle de Mary Jane qui doit devenir Michelle Jones. Ça sent un peu la communication prudente d'un studio qui ne veut pas faire de vagues, et ça m'attriste. Enfin, il y a pas mal de références et plans iconiques que j'avais envie d'aborder un petit peu avec vous. Tout d'abord, l'aspect teen movie, qui se ressent dans les scènes de classe, la fête dans la grande maison pleine de baies vitrées, comme dans tous les films des années 90. Il y a même la fameuse musique de La folle journée de Ferris Bueller, que la plupart d'entre vous connaissent probablement grâce aux Simpsons. On a également droit aux habituels plans de super-héros, donc on a le droit à son quota évidemment de plans torse nu, de plans drapeau américain, de plans visage levé vers un ciel sans nuages. Mais bon, c'est un petit peu un passage obligé. On a également un clin d'œil au premier Spider-Man de Sam Raimi, où le Spider-Man actuel aurait pu embrasser à l'envers Liz Allen, comme Spider-Man l'avait fait avec Mary Jane dans le premier film. Liz Allen d'ailleurs a un traitement similaire aux comics d'ailleurs. Elle craque pour Peter depuis qu'il est Spider-Man et elle se sent ignorée. On a aussi la présence de Betty Brandt, la petite blonde de la chaîne de l'école qui travaillera plus tard au Daily Bugle et qui aura une relation avec Peter. On peut aussi noter qu'elle ne s'intéresse pas à Spider-Man et qu'elle voudrait se marier à Captain America, baiser Thor et tuer Hulk, je crois. Alors, toi aussi, partage dans les commentaires ton top 3 de Marie Bestu. Quoi? Enfin, on a droit à un caméo de Pepper Potts qu'on n'avait plus vu depuis Iron Man 3 en 2013 et qu'on avait laissé à l'article de la mort avec des pouvoirs ultra puissants et dont on n'avait plus entendu parler depuis. Et j'espère vraiment qu'on va le revoir dans les films à venir parce que j'aime bien ce personnage. Enfin, nous avons les traditionnelles scènes d'après-générique. La première tease l'arrivée des Sinister Six, un groupe de super vilains dans lesquels on peut compter le Docteur Octopus ou Mysterio par exemple, et qui était déjà prévu dans les Amazing Spider-Man de Mark Webb. Et la deuxième scène est un troll entre le génial et la moquerie qui fait mal, et pour ceux qui ont apprécié ce genre de passage avec Captain America, sachez qu'il y aura normalement plus de scénettes sur le DVD du film. Pour revenir un petit peu sur mon impression sur le film, j'ai aimé le regarder, j'ai aimé son côté film pour ados, pour se sentir bien, et son humour sans répit, proche d'un gardien de la galaxie, m'a bien fait rire. Pourtant, je n'ai pas aimé le film en lui-même. Plus que sa structure, somme toute assez classique mais bien enrobée, ou son incapacité à se dépêtrer de l'univers Marvel pour exister sans lui, c'est le manque d'émotion du film qui m'a bloqué. Les persos en ont, certes, mais moi, spectateur, pas vraiment. Toutes les scènes de tension, qu'elles soient de détresse, de danger ou affectives, sont en permanence court-circuitées par une avalanche de blagues pas toujours à propos ni bienvenues. Et on sent bien que le film privilégie l'humour à toute autre forme d'implication émotionnelle. Comme beaucoup de productions estampillées Marvel, le film ne s'assume jamais, de peur de se ridiculiser ou de se rater en ayant l'air trop sérieux et de se fermer ainsi un public. Et j'y suis de plus en plus sensible avec le temps. Vous trouverez d'ailleurs dans la description un lien vers une vidéo très intéressante sur le sujet. Chaque moment important du film est noyé sous les blagues, et ce refus de les mettre de côté, ne serait-ce qu'un instant pour marquer une rupture, ne confère que très peu d'enjeux au film. Même le dernier acte, avec la scène du bal que j'ai beaucoup aimé, se voit saupoudré de blagues pour détendre l'atmosphère, alors que non, c'est pas le moment. Et c'est d'ailleurs ce que je me suis souvent dit tout au long du film, c'est pas le moment. Et c'est bien dommage, parce que je voulais l'aimer moi, Spider-Man Homecoming. Alors pour conclure, je le reverrai sûrement au cinéma ou chez moi, et ce sera avec plaisir, mais je ne crois pas qu'il me marquera. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un premier essai et j'espère que ça vous aura plu. J'en referai sûrement de temps en temps, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer, à laisser un petit pouce bleu si vous voulez. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine. Salut!